Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Levée de voile sur la 13e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Le Massa a ouvert ses portes aujourd'hui, 13 avril, au Palais de la Culture de Treichville. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, et de nombreux acteurs du monde des arts et de la culture. La Côte d'Ivoire est en chantier. La construction du métro d'Abidjan avance. Les travaux de réalisation de la ligne 1 vont connaître une accélération. Un micro-tunnelier vient d'être mis en position pour éviter les perturbations en surface et faciliter le franchissement des obstacles. Il a été baptisé en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les zones rurales non encore raccordées au réseau électrique le seront bientôt. Un projet dénommé Energy Inbox vient d'être lancé dans le but de fournir de l'électricité aux populations et de ces bourgades. Ce projet est le fruit de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. En Australie, 6 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau perpétrée aujourd'hui dans un centre commercial. On déplore plusieurs blessés, parmi lesquels un bébé âgé de 9 mois. L'assaillant a été abattu par une policière. C'était l'une des premières à arriver sur place. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la transition du Gabon a achevé sa visite d'amitié de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire. Le général Brice Oligui Nguema s'est envolé pour le Gabon ce samedi. Il a été accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué par le vice-président Tiemoko Méliès Koné. Lors de son séjour en terre ivoirienne, notez que le chef de l'État gabonais s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara. Le général Brice Oligui Nguema a également visité la centrale thermique d'Azito et le CNRA, Centre national de recherche agronomique, pour s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière agricole et énergétique. Voilà, nous sommes samedi et dans la page culture de ce soir, nous méditerons sur les écrits d'un auteur ivoirien, Daouda Berté, inspecteur d'État, est aussi depuis bientôt 20 ans maintenant le secrétaire particulier du Khalife général des Tidianes de Côte d'Ivoire. Il le considère comme son père, son maître, et lui a même dédié un ouvrage intitulé Cheikh Moustapha Sonta et l'héritage du prophète. Dans ce second ouvrage, il révèle le Khalife comme un modèle de fidélité aux enseignements du prophète, un héritier, un guide qui allie la parole à l'action. Et selon l'auteur Daouda, ce modèle de vie devrait inspirer chacun de nous, surtout après le Ramadan récemment achevé. Mais entre le vouloir, le dire et le faire, est-ce facile? Quels comportements et actions sont attendus des héritiers? Notre invité nous répondra. Bonsoir, M. Daouda Berté. Alors, votre livre sur le Khalife général des Tidianes de Côte d'Ivoire, dites-nous, vise quelle cible particulièrement? La confrérie Tigane à laquelle vous appartenez, ou l'ensemble de toute la communauté musulmane, ou si vous voulez, est-ce qu'il s'agit de cibler un plus grand large public? Alors, je dirais la communauté des croyants. D'une façon générale, vous savez que nous sortons d'une période de pénitence, le carême chrétien est achevé, le jeûne musulman également. Et donc, c'est des périodes de pénitence pour lesquelles je pense qu'un livre qui parle de vertu est opportun dans la mesure où, en fait, le défi majeur reste les acquis, en fait, de ces mois de pénitence. Alors, le livre voudrait modestement, en fait, contribuer donc à maintenir ces acquis, et surtout qu'effectivement, nous cherchons l'agrément, en fait, de notre Créateur. Merci beaucoup, M. Daouda Berté. Justement, vous allez nous en dire davantage. On va poursuivre le débat tout à l'heure dans la page culture. Vous vous adressez aux croyants. Vous vous êtes inspiré de votre maître, Cheikh Moustapha Sonta. Vous parlez de son héritage, de l'héritage du prophète. Ce sera donc tout à l'heure. Restez pour le moment avec nous. Vous le savez, le Massa concentre l'actualité dans notre pays. Place donc à l'instant culture de ce 20h. C'est reparti donc pour le Massa, la 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan a ouvert ses portes aujourd'hui, 13 avril, au Palais de la Culture de Treichville. La cérémonie d'ouverture a drainé du beau monde. Plus d'une cinquantaine de pays sont enregistrés. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, la ministre de la Culture et de la Francophonie Françoise Remac et de nombreux acteurs du monde des arts et de la culture étaient au coup d'envoi des festivités. Plus d'une cinquantaine
cinquantaine de pays sont enregistrés. La Corée est le pays invité spécial et le Rwanda est le pays invité d'honneur. Pendant une semaine, donc, la Côte d'Ivoire va vibrer au rythme de l'art africain. Je vous propose d'écouter le Premier ministre ivoirien, Robert Begré-Mambé. Chers amis invités, mesdames et messieurs, chers amis jeunes, les jeunes, vous êtes tous debout. Je voudrais, au nom du président de la République, dire merci à plus de 3000 journalistes qui nous font l'honneur de visiter la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à Madame la ministre, à travers le Massa, de nous offrir plus de 300 spectacles. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir le Massa. Mais surtout, après les villages Cannes, la Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde les villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. La culture, la danse, le spectacle, les contes, les slams, c'est pour les hommes de génie. C'est pourquoi je rends hommage à Mme Henriette Dagri-Dabaté, qui a été retenue comme marraine d'un prix qui désormais va porter son nom. Au nom du président de la République, chers amis, chers invités, distinguées personnalités, je déclare ouverte la 13e édition du Massa. Je vous remercie. Voilà, la fête a donc démarré. Le ministère de la Culture et de la Francophonie est en première ligne dans l'organisation du Massa. La ministre Françoise Remac a accueilli les officiels qui sont arrivés hier vendredi pour le Massa 2024, marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Et au nombre des officiels, la Corée du Sud qui est invité spécial, le Rwanda invité d'honneur et les ministres de la Culture de la République de Guinée et de la Guinée-Bissau. Je vous propose d'écouter ces personnalités à leur arrivée. Elles étaient donc aux côtés de la ministre Françoise Remac. C'est vraiment un honneur pour nous d'assister à ce grand rendez-vous culturel africain. La culture coréenne, telle que la K-pop, le cinéma et même le taekwondo, sont très populaires dans le monde. Et je pense que le Massa va davantage donner de la visibilité à notre culture, mais également va permettre un renforcement culturel entre nos deux pays. La délégation guinéenne est une délégation très très forte qui vient avec des artistes talentueux qui vont pouvoir donc laisser éclore leur talent pour bien entendu avoir d'éventuels acheteurs, d'éventuels programmeurs parce que le Massa aussi est fait pour cela. Comme on a fait pour la Cannes, on vous donnera toute une joie avec nos musiciens qui seront là, avec toute une disponibilité de notre pays en ce qui concerne notre culture, notre musique et autres. La délégation du Rwanda est bien arrivée, celle de la Corée du Sud est arrivée également et je suis vraiment très très heureuse de recevoir mes amis et frères ministres de Guinée-Bissau et ministres de la Guinée qui viennent nous rejoindre et on a hâte d'aller voir les troupes et les artistes. Justement, nous allons voir maintenant ce spectacle de la formation artistique coréenne Nanta qui a donc presté devant des étudiants de l'INSAC. Je vous propose ce reportage de Serge Pacom Didi commenté pour vous par Abou Sanogo. Un échange culturel entre des étudiants de l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle et le groupe Nanta. L'une des formations artistiques coréennes invitée à cette 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa, sous les regards observateurs et curieux des étudiants et des responsables de l'INSAC. Le groupe Nanta a fait montrer de son savoir-faire artistique. Cela avec un spectacle très rythmé de musique traditionnelle coréenne.
Une musique très énergique réalisée à partir de la percussion et des ustensiles de cuisine. Crée l'hystérie. Le peuple coréen, normalement, on est très très joyeux. Même temps, avec comme Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble très joyeux. Donc, ils sont ensemble de communication, passé très très bien, parce que deux peuples, on est joyeux. C'était très très grand plaisir. Ce qui était plus original, c'est vrai, les tambours, on en a ici, le truc qu'ils ont fait avec le couteau là, en cuisine façon, vraiment tout. On avait l'impression que c'était la musique, mais en cuisine au fait. Et ça faisait l'originalité du... Ce spectacle haut en couleur et en rythme surmonte les barrières de la langue. Pour cette belle communion entre ces artistes venus de la Corée, le pays des matins calmes, et ses étudiants de l'INSAC. J'ai pu constater aux sonorités et aux mélodies de la danse guerrière de chez nous, qu'on appelle les dozo. C'est un peu ce dialogue donc, des cultures, ce dialogue que nous voulons mettre à la disposition de nos étudiants. Le spectacle a utilisé la musique traditionnelle de la Corée. Et en fait, ça a inspiré les étudiants ivoiriens. La musique est une langue universelle. Rythme, comédie musicale, percussion traditionnelle. Le groupe Nanta compte représenter dignement la Corée du Sud, pays invité d'honneur à cette 13e édition du Massa. Voilà, il y a plusieurs artistes annoncés à ce Massa, 129 groupes pour 300 spectacles. Vous êtes donc tous invités à ce Massa 2024. Vous êtes heureux pourvu que vous mettiez ces paroles en pratique. Fais ce que je dis de faire et fais ce que je fais. Voilà autant d'enseignements relevés dans l'ouvrage de notre invité de la page culture, Daouda Berté, que nous retrouvons avec plaisir. Bonsoir, Monsieur Daouda Berté. Bonsoir, Rilo. Alors, vous venez de publier un livre sur le Khalif général des Tigani de Côte d'Ivoire, que vous côtoyez d'ailleurs depuis 20 ans. Dites-nous pourquoi avoir attendu toutes ces années avant d'écrire sur celui que vous considérez comme votre maître, votre père. Alors, c'est d'autant plus intéressant que ça me permet de raconter juste une petite anecdote sur ce livre. Alors, le manuscrit était fini il y avait plus de 10 ans. Et donc, comme le calife ne voulait pas vraiment qu'on parle de lui d'une certaine façon, il a hésité longtemps pour qu'effectivement le livre sorte. Et j'ai dû donc utiliser des stratagèmes, faire intervenir des personnes extérieures. J'ai même un aîné, Vénance Kona, à qui j'ai dû demander d'intervenir pour qu'il accepte que le livre apparaisse. Et donc, finalement, de discussion en discussion, il a bien voulu que le livre apparaisse. Donc, c'est ce qui justifie un peu le retard de l'apparition en fait, de ce livre. Donc, alors, vous écrivez, vous dites dans le livre d'ailleurs de Cheikh Moustapha Sonta, qui n'aime pas parler de lui et n'aime pas que l'on parle de lui. Absolument. Cependant, vous évoquez quelques pans de sa vie dans l'ouvrage. Comment cela a été possible? Alors, on peut l'assimiler à un peu d'espionnage, c'est-à-dire que... Est-ce que c'était normal? Alors, dans la mesure où d'espionner son père, d'espionner son maître. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est des valeurs que je vais partager avec les uns et les autres. Et donc, vu sous ce angle, c'était quelque chose de positif. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui a assoupli sa position lorsque j'ai dit que, en fait, les histoires qui seront relatées dans ce livre et qui parlent de valeurs pourront permettre, en fait, une éducation spirituelle beaucoup plus précise de ceux qui l'entourent. Donc, et je pense que c'est ce qui l'a peut-être convaincu. Voilà, c'est ce qui l'a convaincu, voilà, absolument. D'accord, vous appartenez à la même confrérie, la Tigania. C'est ça. Alors, dites-nous en quelques mots seulement ce que cela signifie. Qu'est-ce qui distingue cette confrérie des autres dans l'islam? Alors, je vais commencer par dire ce que n'est pas la Tigania. La Tigania n'est pas une religion. C'est une école spirituelle à l'intérieur de l'islam. Et donc, c'est une école qui vise le perfectionnement de l'être et qui met l'accent sur le respect du dogme, c'est-à-dire le respect des piliers, mais qui accorde une attention particulière aux actes surrogatoires. Et cela est d'autant plus vrai que les sources, en fait, la source de cette école, c'est beaucoup plus dans le Coran et dans la tradition du prophète, paix et salut sur lui. Si vous prenez par exemple le Hadith Qudsi, en fait, c'est des citations de Dieu qui sont relayées par le prophète et dans lesquelles Dieu dit « Mon serviteur nécessitera de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires, du moins par des actes obligatoires et surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. » Et donc finalement, l'objectif de la Tigania, c'est de rechercher l'agrément divin à travers le respect des actes obligatoires, mais en s'adonnant en fait à des actes surrogatoires. Est-ce que c'est obligatoire pour tout musulman d'être dans une
dans une confrérie, d'adhérer à un courant? Non, pas du tout. On peut juste aller à la mosquée, faire ses prières et ça suffit. Le Tidjani est musulman, c'est-à-dire il respecte les 5 piliers. Mais en fait, il estime, pour manifester sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu, il s'adonne en fait à des actes surrogatoires. Parce qu'il recherche l'agrément de Dieu. Donc, il va aller en eau profonde. Voilà, il va aller en eau profonde. On pourra dire ça ainsi. Et vous avez décidé d'aller en eau profonde en côtoyant Cheikh Moustapha Sonta. Oui. Et vous avez donc écrit sur lui. On va regarder ensemble le résumé qu'en font nos reporters et on en débat ensuite. D'accord. Cheikh Moustapha Sonta et l'héritage du prophète, une œuvre pour la promotion de la bonne attitude, celle qui incite le musulman à être sociable, en paix avec lui-même et son environnement. L'œuvre révèle un modèle de cheminement vers l'héritage du prophète Mohammed. L'auteur démontre que les héritiers du prophète ne sont pas de simples colporteurs de paroles, mais ce sont surtout ceux qui s'approprient son comportement. À travers des témoignages, l'auteur Daouda Berté présente les valeurs de générosité, d'humanisme, mais aussi l'élégance de Cheikh Moustapha Sonta, calife général des Tidjani en Côte d'Ivoire, dont il est le secrétaire particulier depuis bientôt 20 ans. Des traits de caractère qui se rapprochent de ceux du prophète Mohammed. Dans ce essai de 105 pages, l'auteur veut également inciter les fidèles musulmans à faire preuve de résilience et de dépassement de soi. Il s'agit d'annoncer, de dire le message du prophète, mais surtout, il s'agit de faire de ses paroles des actes. Et c'était le reportage de Serge Pacom Didi, commenté par Franck Quadio. Ils sont reportés à la rédaction de RTI 1. Effectivement, on est édifié par le parcours du Cheikh Sonta. Ses actes, son comportement vous ont marqué aussi. Absolument. Et vous relevez pêle-mêle des anecdotes pleines d'enseignements que moi j'ai beaucoup dégusté et ça m'a fait du bien. D'abord, lorsque vous parlez de son père qui est décédé, et quand son père décède, il hérite d'une somme de 17 000 francs CFA, avec 26 frères à prendre en charge. Mais comment fait-il pour s'en sortir? Alors c'est là l'héritage que son père lui laisse. Parce que l'héritage véritable de son père, c'est une parole très forte. Son père l'appelle un jour, lui dit « Écoute, je vais te laisser mon héritage ». Et donc tout de suite, on peut penser à un numéro de compte bancaire. Ce n'était pas le cas. Il dit « Je te laisse un seul mot, c'est de croire en Dieu ». Il dit en gros, c'est tout l'héritage. Et donc naturellement, ça s'avérait exact au décès de son père, parce qu'il a constaté qu'il n'y avait plus rien. Et donc il s'est souvenu en fait de cette parole de son père. Tu ne croiras qu'en Dieu, tu ne demanderas qu'en Dieu, tu ne compteras que sur Dieu. Donc finalement, c'est cela l'héritage de son père. Et donc c'est en s'appropriant en fait cette parole forte de son père qu'il a donc gravi toutes ces difficultés-là pour être ce que les uns et les autres aujourd'hui voient comme étant donc quelqu'un de valeureux, quelqu'un qui a vraiment gravi beaucoup de difficultés et qui fait honneur à toute la communauté. Et ce n'est pas de façon fortuite quand vous le désignez comme le vrai héritier du prophète? Alors, il y a beaucoup, en fait, tout le monde est héritier si effectivement on décide de s'approprier une partie de l'héritage. C'est-à-dire, lorsqu'on veut se comporter comme le prophète, on devient un héritier du prophète. Parce qu'il dit, ces véritables héritiers, ce ne sont pas les colporteurs de sa parole, mais c'est ceux qui s'approprient son comportement. Donc, tout musulman qui s'approprie le comportement du prophète, il devient un héritier du prophète. Et c'est d'autant plus vrai que, en fait, le prophète n'a été envoyé que pour parfaire les bonnes mœurs. Et l'exhortation adressée aux musulmans, c'est de faire comme le prophète, c'est d'avoir un bon comportement. Et donc, tant qu'on se comporte comme le prophète, on dispose d'une partie de l'héritage du prophète, tout comme Cheikh Moustapha Sonta. Et donc, parmi les anecdotes, puisque lui, il posait les pas qu'adulaient Dieu, selon ce que vous dites dans votre ouvrage, vous dites le duel entre le cheikh et le mendiant. C'est une anecdote pleine d'enseignements aussi. Absolument, absolument. Alors, ça, c'est la générosité. Parce qu'en fait, il s'agit d'un mendiant qui constamment venait donc solliciter le cheikh. Et nous qui étions à côté, on n'a pas pu résister. Je n'ai pas manqué de lui dire. J'ai dit, mais je trouve en fait que le vieux, il exagère. Il est tout le temps en train de te demander de l'argent. Il m'a dit non, avec un sourire affectueux. Il m'a dit non, il ne me dérange pas. Au contraire, quand tu me demandes que je lui donne, c'est une bénédiction. Mais moi, tant qu'il ne sera pas fatigué de me demander, je ne serai pas fatigué de lui donner. J'ai dit, là, c'est un duel. Donc, il y a un duel entre celui qui demande et celui qui donne. Voilà, celui qui donne. Et donc, je vais très loin. Je vais chercher en fait l'origine de ce comportement. Et je vais trouver que le prophète était très généreux. Donc ça, c'est par exemple un pan de l'héritage du prophète, la générosité. Et pendant le mois de Ramadan, même les jeunes chrétiens, on nous apprend à être généreux. Donc la générosité, c'est une vertu qui permet de combattre en fait l'avarice de l'âme. Est-ce que dans l'islam, la mendicité est autorisée? Est-ce qu'il autorisait de façon implicite la mendicité? Non, pas du tout. En fait, il faut voir pas sous cette forme, parce que de toutes les façons, en islam, on dit la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Et donc, vu sous ce temps, on ne peut pas dire que l'islam encourage la mendicité. Mais en fait, il faut voir qu'effectivement, les réalités sociales
dans lesquelles nous vivons conduisent certaines personnes qui ne sont pas forcément des musulmans à tendre la main. Et donc, ce n'est pas le fait de l'islam, mais je pense que ce sont des contingences de la vie dans laquelle nous sommes qui peuvent justifier que des personnes arpentent le long des routes pour mendier. Mais ce n'est pas l'islam. On n'encourage pas la mendicité, mais en même temps, il faut prôner la solidarité et la charité. Alors, un jour, le cheikh vous a dit, puisque vous le côtoyez, vous êtes son secrétaire particulier, il vous a dit que chaque homme a une place auprès du maître et non à sa place. Cela vous a un peu intrigué. Ah oui, mais parce qu'une place, c'est une place. Du point de vue numérique, c'est un. Mais chacun a sa place. Non seulement c'est la personne, mais en même temps la fonction, la qualité de la personne. Vous voyez, donc il y a d'autres critères qui interviennent. Lui, il dit non, chacun a une place. Donc de façon équitable, chacun a une place. Et donc tout de suite, ça m'a amené à réfléchir et puis à aller chercher également. Et je me rends compte qu'autour du prophète, il y avait tout le monde. Il y avait des riches, il y avait des pauvres, mais chacun avait une place. Et donc, en fait, une fois de plus, il imite le prophète. Il ne faisait pas de discrimination. Il ne faisait pas de discrimination. Son rire et son sourire, c'est aussi une belle expérience avec le cheikh qui vous a marqué. Oui, je pense que tous ceux qui connaissent le cheikh ou qui l'approchent, la première des choses qui vous frappe, c'est ce sourire-là, qui est très affectueux. Mais c'est l'expression de quelqu'un qui est en paix avec lui-même. Lorsque vous êtes en paix, tout de suite, ça se voit sur votre visage. Il faut toujours être souriant. Absolument, comme vous d'ailleurs. Alors, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On va terminer rapidement par ces deux anecdotes qui m'ont aussi marqué. Vous dites celui qui est à côté de la jarre. Oui, et ça, c'est l'humilité. C'est celui qui sert. C'est celui qui sert. Ça, c'est l'humilité, en fait. Alors, c'est l'histoire que nous partageons avec lui, les repas que nous partageons avec lui. Et donc, naturellement, comme c'est le maître, on est tout de suite enclin à vouloir le servir. Et donc, ce jour-là, on avait déposé les mets à côté de lui. Je voulais le servir. Il m'a dit non, celui qui est à côté de la jarre, c'est lui qui sert. Et il nous a servi, nous tous. Et le maître qui vous sert? C'est le maître qui nous sert. Une fois de plus, je vais chercher dans la vie du prophète. Le prophète était humble. Donc, une fois de plus, il imite le prophète. Et malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je souhaite qu'on termine par cette anecdote face à l'épreuve. Oui, face à l'épreuve, c'est une attitude en fait pour montrer que autant il est capable d'accueillir les faveurs de Dieu, autant il est capable aussi de faire face aux épreuves de Dieu. C'était le décès de sa mère, notre mère, nous tous. Et c'était un moment très, très difficile. Et quand il m'a annoncé, pendant que moi, je fondais en larmes, lui s'est arrêté pour faire 2 rakats, comme pour dire à Dieu, merci de cette épreuve que tu me fais subir. Donc, autant il était capable de recevoir les faveurs de Dieu avec gratitude, autant il doit être capable de manifester la même gratitude vis-à-vis de Dieu, même devant l'épreuve. Il y a de belles anecdotes dans votre ouvrage. On ne pourra pas toutes les citer. Mais si vous deviez résumer, alors quelles sont les leçons de vie essentielles que le cheikh Moustapha Sonta incarne et qui devraient toutes nous inspirer? Alors, comme je dis, c'est vraiment une adresse à tous les croyants dans la mesure où, en fait, le prophète, il a dit mes héritiers, ce sont ceux qui s'approprient mon caractère et non les colporteurs de ma parole. Et donc, ces paroles-là, ce livre, c'était un rappel de toutes ces valeurs que j'ai pu collecter auprès de mon maître, mon guide, pour qu'effectivement, ça nous permette dans l'éducation de notre âme, de sorte que nous soyons en fait des musulmans pieux et sincères, des musulmans, de très bons musulmans. Parce que pour le prophète, le bon musulman, c'est celui dont le comportement ne nuit pas à son voisin. Le voisin, on ne dit pas s'il est musulman. Le voisin croyant, c'est la créature de Dieu, et ça va même plus loin, même l'univers fait partie de notre environnement. Et donc, dès l'instant où on est dans cette posture, alors on devait être en paix avec nous-mêmes, on incarne effectivement un être de paix, et puis on dissimule autour de nous la paix et l'amour et la cohésion. Et ces valeurs qui sont dans ce livre peuvent nous aider même dans notre vie professionnelle, dans nos relations avec les uns et les autres, dans nos foyers respectifs, pour que nous soyons vraiment des modèles de paix, de très bons musulmans. On te le dit et le fait, pas facile, c'est vrai. Oui. Le bon croyant, quand il veut, il le peut. Il peut. En s'appuyant sur Dieu. Absolument. Merci beaucoup. Merci, M. Daouda Berté, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Justement, Cheikh Moustapha Sonta et l'héritage du prophète nous invitent à vivre nos convictions avec intégrité et dévotion. Nous sommes heureux pourvu que nous mettions toutes ces paroles en pratique. Faisons ce que nous disons. Merci. C'est très important. Merci d'avoir été avec nous. Alors, la fête de l'Aïd el-Fitr, célébrée partout en Côte d'Ivoire dernièrement, vous l'avez vu, cette fête marque donc la fin du jeûne du Ramadan et cela a permis à la communauté musulmane d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Nous vous proposons maintenant les temps forts de cette célébration avec nos reporters. À la grande mosquée d'Adjien dans la commune de Cocody, les fidèles musulmans ont prié dans la ferveur à l'occasion de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne du Ramadan. La prière de 2 rakats a été dirigée par l'imam principal de la dite mosquée, Aboubakar Koulibaly,
qui a à la suite exhorté l'ensemble des fidèles à davantage de générosité, de solidarité et de partage. Nous devons poursuivre et même intensifier tous ces actes d'adoration de ce mois béni tout au long de notre vie. Aboubakar Coulibaly a prié pour le président de la République et pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Après un mois de pénitence et d'adoration, les fidèles musulmans de Yopougon, camp militaire à l'esplanade de leur mosquée en construction pour la prière de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan, marquant la fin du jeûne musulman. Les 2 rakats sont suivis du sermon de l'imam central de la dite mosquée. Daoud Doumbia invite à l'amour, au pardon, à la solidarité, au partage, question de préserver les acquis du mois de Ramadan. En invitant sa communauté à demeurer dans la prière, l'imam Daoud Doumbia formule des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire. Après un mois de pénitence, les fidèles musulmans de la Marine nationale ont occupé la mosquée pour la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr. L'aumônier militaire Aboubakar Konaté, dans son sermon, a exhorté les fidèles au respect des symboles de la République. La piété que nous avons eue durant ce mois de Ramadan, nous devons savoir la préserver. Nous devons pouvoir profiter de cette piété-là afin d'être non seulement des bons musulmans et aussi des bons citoyens. Car c'est seule la piété qui nous permet d'avoir des bons comportements. Et ces comportements-là sont non seulement recherchés en islam et aussi dans la nation ivoirienne, Inch'Allah. Des prières et des bénédictions ont été formulées pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Autre site de prière marquant la fin du jeûne musulman, Abobo Plaque 1. L'Aïd el-Fitr a été célébré à la mosquée Nour Dengueli. Après 2 rakats, l'imam Abdoulaye Koné a appelé les fidèles à la paix et à la cohésion entre les populations de la commune d'Abobo. Quand on est ensemble, Dieu est avec nous. Mais quand on se sépare, vraiment, c'est pas bon. C'est malheur pour le pays que Dieu nous accorde, qu'on soit ensemble. L'amour et la prospérité. C'est la grande mosquée de Yopougon-Toit-Rouge qui a servi de cadre pour la célébration de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne musulman. Après les 2 rakats, Saïd Konaté, imam principal de la dite mosquée, a dans son sermon invité les fidèles à la cohésion et au vivre ensemble. C'est surpassé pour dépasser les différences et les incompréhensions pour que l'unité et l'union puissent s'exprimer dans la communauté. Il a encouragé les fidèles à garder les acquis du mois de Ramadan tout en demeurant dans la prière. Les fidèles musulmans de la mosquée Ibadou Rahman d'Abobo à Lokozo ont pris d'assaut le lieu destiné pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Occasion pour l'imam Yacouba Sangaré de prôner le vivre ensemble en tant qu'impératif divin. Les fidèles musulmans de la mosquée Ibadou Rahman ont prié pour la paix, pour le président de la République et son gouvernement. La Côte d'Ivoire est en chantier. La construction du métro d'Abidjan avance. Les travaux de réalisation de la ligne numéro 1 vont connaître une accélération. Un micro-tunnelier vient d'être d'ailleurs mis en position pour éviter les perturbations en surface et faciliter le franchissement des obstacles. Et il a été baptisé en présence de plusieurs membres du gouvernement, comme nous le rapporte Lansine Bakayoko. Dans un ensemble urbain très dense, la technique du microtunnelier permet d'effectuer la pose de canalisation en souterrain sans couverture de tranchées, minimisant les dommages sur les habitations, les voies de circulation et sur la nappe phréatique. Le microtunnelier foncera une conduite sur un linéaire d'environ 3 km du carrefour de la station de pompage ZP3 non loin du boulevard du Canal avant de se raccorder à la conduite DN1800 existante au carrefour Auxerre, à une profondeur qui variera de 8 mètres à 15 mètres. Baptisé Anne en hommage à la ministre Anne-Désirée Ouloto, anciennement ministre de la Salubrité, la machine est un outil de forage horizontal qui se présente sous la forme d'un tube fuseau dynamique. Cette phase marque une étape importante dans la réalisation de la ligne 1 du métro d'Abidjan,
qui s'étire sur 37 km entre Anyama et Port-Boué. Le métro, ce n'est pas juste construire donc une ligne de chemin de fer, mais c'est tout un travail complexe qui se fait. Là, il y aura donc des voies de rabattement. Si le microtunnelier a été retenu par le gouvernement, c'est non seulement parce qu'il minimise les impacts environnementaux et sociaux, mais également parce que les études réalisées montrent que son utilisation est une vraie opportunité pour réduire les coûts financiers. Il y a un projet qui est en train de tarder depuis plusieurs années, rien que pour les indemnisations des populations que nous devons déplacer. Aujourd'hui, grâce à la technique du microtunnelier, ça va réduire de 80% le coût des indemnisations. Le métro d'Abidjan n'est pas le premier chantier qui utilise cette technologie de pointe. Il y a déjà eu notamment la traversée de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro à la hauteur de Jesco et la conduite d'évacuation d'eau de ruissellement dans le tunnel d'Abobo. Les zones rurales non encore accordées au réseau électrique le seront très bientôt. Un projet dénommé Energy Inbox vient d'être lancé dans le but de fournir du courant aux populations de ces bourgades. Le projet est le fruit de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Julia Toya. Bientôt l'énergie éolienne pour alimenter les ménages installés dans les zones rurales non raccordées au réseau électrique national. C'est l'objectif du projet Energy Inbox ou énergie à portée de main. Il s'agit de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, elle-même convertie en électricité. Lorsque vous construisez une éolienne et que vous voyez comment en si peu de temps vos mains ont créé une machine capable d'éclairer et de charger un téléphone ou bien de faire tourner un ventilateur pour vous soulager de la chaleur, vous commencez à entrevoir ce qui est possible. La capacité de rêver plus grand devient une réalité à portée de main. Je suis donc ce matin fier d'annoncer que notre laboratoire contribuera à la concrétisation de ce projet pilote en réalisant 5 éoliennes de 1,5 kW au sein de notre atelier génie mécanique. Nous allons mettre tout en œuvre pour que ce projet puisse atteindre ses objectifs. Première étape du projet Energy Inbox, les villages du Bunkani, du Tchologo, de San Pedro, du Tonkwi et du sud Komoé. Energy Inbox va produire dans ces localités et à faible coût 5 générateurs éoliens de 1,5 kW et une quinzaine de petites éoliennes de 100 watts. Notre but en tant que Royaume-Uni est de faciliter le remplacement des millions de générateurs polluants et coûteux alimentés par des combustibles fossiles en accélérant la juste transition vers des solutions basées sur les énergies renouvelables. Financé par le Royaume-Uni, à hauteur de 118 millions de francs CFA, le projet Energy Inbox va durer 12 mois. Et nous partons à présent pour Divo. C'est tenu aujourd'hui une cérémonie de reconnaissance et d'hommage des populations au président Alassane Ouattara, mobilisés dans toute leur diversité. Les habitants du chef-lieu de la région du Logibwa disent merci au chef de l'État pour toutes les actions de développement initiées dans leur localité, des actions pilotées sur le terrain par l'ex-maire et actuel président du conseil régional du Logibwa, le ministre Amédée Kofi Kouakou. Mama Traoré pour le reportage. Divo, terre de reconnaissance ce samedi. Les populations se sont mobilisées massivement dans la cour de la mairie pour témoigner leur gratitude au président Alassane Ouattara. Gratitude motivée par la métamorphose que connaît le chef-lieu de la région du Lodjibois ces 10 dernières années. Également par la promotion des cadres de la localité dont l'ex-maire Amédée Kofi Kouakou, devenu ministre de l'équipement et de l'entretien routier et élu récemment président du conseil régional du Lodjibois. La commune de Divo, dans toute sa composante, nous voudrions dire un grand merci. Un merci à un grand homme, un bâtisseur. On attendait ce jour et il est enfin arrivé. Oui, ce moment de joie et de gratitude avec une icône, un modèle d'engagement social et de développement communautaire. 10 ans de mairie et pendant les 10 ans, il a pris à bras le corps Divo.
Accompagné de ses collègues ministres Jacques Assaoré Conan et Célestin Seredo, Amédée Kouakou exhorte les populations à continuer de faire confiance au président Alassane Ouattara pour que la cadence du progrès de Divo s'accélère. Toute politique est impulsée par le président de la République. Nous connaissons une seule personne, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. Pour 2025, nous sommes derrière Alassane Ouattara parce qu'on sait qu'avec lui, la Côte d'Ivoire gagne et gagnera toujours. La veille de cette cérémonie de reconnaissance, les guides religieux ont dirigé une prière œcuménique afin de confier la Côte d'Ivoire et ses dirigeants au Très-Haut. Les populations de la région et de Bouaklé sont aussi reconnaissantes au chef de l'État pour ses actions de développement. Une cérémonie d'hommage et de reconnaissance a donc eu lieu aujourd'hui samedi à la place Amadou Gon Coulibaly de Sassandra. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Le reportage de Sam Konan sur place. Sassandra, place Amadou Gon Coulibaly. Les populations de la région du Bouaklé, avec à leur tête les élus et cadres et les chefs traditionnels sortis nombreuses, sont venus rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et lui témoigner de reconnaissance pour ses actions de développement dans la région du Bouaklé. Le marché et le débarcadère, les voiries. Si nous prenons la partie de la côtière qui part de Grand Laou et qui va à San Pedro, si nous ajoutons la valeur de l'électrification des 100% des villages et des villages qui sont des campements qui sont en train d'avoir lieu, et les réalisations des collectivités territoriales, Monsieur le ministre d'État, c'est près de 500 milliards de francs que notre président, le président Ouattara, a consenti pour notre région, la région du Bouaklé. Une reconnaissance traduite par l'adhésion au RHDP de 1000 nouveaux militants issus du PDCI-RDA, du FPI et du PPACI. Dans la région du Bouaklé, nous aimons Alassane Ouattara. Nous voyons les efforts qu'il fait pour notre région. C'est pourquoi nous avons décidé librement d'adhérer à son parti, le RHDP. Nous ne venons pas au RHDP pour faire de la figuration. Nous venons dans le parti avec notre dynamisme. Notre président Alassane Ouattara peut compter sur nous. Si beaucoup a été fait dans la région, à la grande joie des populations, le Bouaklé saisit l'occasion pour faire quelques doléances. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, se dit satisfait des populations du Bouaklé. Il les invite à continuer de faire confiance au chef de l'État dans la paix et la cohésion. Je profite pour lancer un appel à l'ensemble des élus et cadres du Bouaklé à se donner la main. Le président Ouattara tient beaucoup à la cohésion, au rassemblement. Tous ceux qui m'ont précédé à ce pupitre ont égrené avec fierté toutes les réalisations du chef de l'État. Je voudrais vous dire, chère population du Bouaklé, soyons ensemble, soyons solidaires et le président Ouattara ira plus loin. Chers parents du Bouaklé, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je voudrais encore vous dire infiniment merci pour la reconnaissance que vous lui témoignez à travers cette mémorable cérémonie. Les élus des dernières élections locales du Bouaklé ont été investis à cette occasion. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, est venu les bras chargés à Sassandra. Du matériel médical et une ambulance médicalisée ont été offerts aux structures sanitaires de la région du Bouaklé. Voilà, enfin, tout maintenant dans le département de Songon, Alain Akou Jean-François d'Assise est le nouveau chef de village d'Audouin à Sandin, situé dans la sous-préfecture de Songon. Il a été officiellement installé par le préfet par intérim du département d'Abidjan, Didier Nguesson. Village d'Audouin à Sandé dans la sous-préfecture de Songon. L'ambiance est festive à l'occasion de l'installation du nouveau chef du village, Alain Akou Jean-François d'Assise. Les garants de la tradition observent respectueusement le protocole de la chefferie. La canne, le fusil, la clé du village et les autres attributs de commandement lui sont remis. Le nouveau chef décline ses chantiers. On continue toujours la réconciliation et après nous allons nous attaquer au développement
pour créer vraiment une situation de paix, pour créer toute cette richesse pour la communauté. Il est important qu'Audouin regorge beaucoup de possibilités, mais à Audouin tout est à faire. Donc ensemble, main dans la main, nous allons nous attaquer au chantier de développement. L'autorité préfectorale a rappelé les missions du chef du village, tel que lui confère le décret qui régit son poste après la consultation populaire des villageois. C'est un appel à l'unité, à la cohésion, pour qu'effectivement, au regard de ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a lancé comme message, que tous les Ivoiriens puissent regarder dans la même direction pour apporter véritablement le chemin de la paix et du développement. Les 22 chefs de village de Songon ainsi que l'ensemble des chefs traditionnels Atcham du district d'Abidjan ont apporté par leur présence leur soutien à Alain Ako Jean-François d'Assise. Aussi à l'autonomisation des femmes dans ce 20h. Justement, dans le cadre de ces activités de soutien aux femmes, l'ONG Femmes Vaillantes du Tchologo a fait don de plusieurs bouteilles de gaz aux femmes du département de Ouangolo-Dougou, une action qui vise à prêter main forte à ces femmes et surtout les accompagner dans leurs efforts d'autonomisation. Kader Segodogo. Remise de bonbons de gaz aux femmes du département de Ouangolo-Dougou. Cet acte de solidarité vise à contribuer aux efforts fournis par ces femmes en vue de leur autonomisation. Une initiative à mettre à l'actif de l'ONG Femmes Vaillantes du Tchologo. Occasion pour les bénéficiaires d'exprimer leur gratitude. Les gaz qui sont là aujourd'hui, ça peut nous aider beaucoup. Il y en a qui peuvent vendre avec ça, ils peuvent faire des grillades pour vendre avec ça, pour soutenir la famille. Vraiment, on dit merci à tous les donateurs. Pour la présidente de cette ONG, l'initiative s'inscrit dans le cadre de ses actions de soutien aux femmes de la région du Tchologo. Elles ont besoin de commercer, elles ont besoin d'entreprendre des activités. Donc c'est pour faciliter un peu et puis les aider aussi à s'occuper de leur famille. On est aidé par le ministre Téné Brahima. Traoré Drissa, député de Ouangolo-Dougou Kawara, invite les femmes à une bonne utilisation de ces bouteilles de gaz. Je voudrais traduire ma profonde gratitude au nom de la population de Ouangolo-Dougou, en particulier au nom des femmes du département de Ouangolo-Dougou. J'encourage les femmes à bien utiliser ces bonbons de gaz pour que cette ONG puisse encore penser à la population de Ouangolo-Dougou. Après une année d'exercice, l'ONG Femmes Vaillantes du Tchologo est à sa 3e sortie à travers la région. L'objectif qu'elle se fixe est d'aider le maximum de femmes pour atteindre l'autonomisation tant souhaitée. Et justement, on parle de femmes. Je vous propose donc quelques échos de la célébration des droits de la femme par l'ambassade de l'Inde et la mutuelle des femmes de Côte d'Ivoire. Le 8 mars dernier, le monde célébrait la Journée internationale des droits de la femme. À l'instar des femmes ivoiriennes, l'ambassade de l'Inde rend hommage aux femmes indiennes, ici, en Côte d'Ivoire. Plus d'une 50aine d'entre elles célèbrent l'apport de la gente féminine dans le monde. Une invitation pour ces femmes à croire en elles. Les femmes doivent être elles-mêmes parce que c'est par là que cela commence pour savoir qui on est. Ensuite, croire en soi pour pouvoir réaliser le potentiel qu'on a en soi-même. Si les femmes ne croient pas en elles-mêmes, ce n'est pas le monde qui le fera. Les femmes de la communauté indienne doivent être fières de qui elles sont et représenter dignement leur pays. Rappelons que le thème 2024 de la Journée internationale des droits de la femme est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Consacré à la femme, ce mois de mars, l'occasion pour la mutuelle des femmes de Côte d'Ivoire, MUFEMSI, de valoriser la gente féminine, bien-être, soutien social et réalisation de projets dont la construction d'une école pour la jeune fille, autant de sujets au cœur de la célébration 2024 de la Journée internationale des droits de la femme. Pour cette mutuelle d'entraide, de solidarité et de développement, plusieurs actions à mener. Faire acquérir des terrains aux femmes. Puisque nous, les femmes, c'est nous qui nous occupons des enfants aussi, du foyer. Donc, il faudrait que chaque femme ait au moins un toit pour qu'elle soit épanouie. Créée en 2023, la MUFEMSI se veut une organisation de solidarité au nombre de ses priorités, l'autonomisation de la femme.
Ce samedi 13 avril restera pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, le général Touré Apalo, une date mémorable. Il a reçu des mains du président du Centre mondial du taekwondo la distinction de Saint-Tinois 6e Dan pour ses efforts en faveur de la discipline sportive au sein de la gendarmerie nationale. Samuel Met pour le reportage. Pratiquant de taekwondo depuis 50 ans, le général de corps d'armée Alexandre Touré Apalo, commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, a d'abord séduit tout le public venu nombreux assister à son entrée dans le cercle restreint des hauts gradés Kukiwon. Après l'exécution de Poumsé, des techniques de self-défense et des casses, le général a reçu des mains du président du Kukiwon, le grand maître Lee Dong-Sook, son nouveau dobok et ses distinctions qui font de lui désormais ceinture noire 6e Dan international Kukiwon. Mes remerciements à mon ministre, le ministre d'État, ministre de la Défense, à travers lui donc à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. À tous les grands maîtres, tous les anciens, aussi un hommage particulier à Maître Wallace. Le taekwondo ne doit pas se faire qu'en école. Une fois sur le terrain, on doit continuer de s'entraîner. Il est honoré par ses pairs de l'instance internationale du taekwondo pour sa riche contribution au développement et à la promotion de la discipline en Côte d'Ivoire et plus précisément au sein de la gendarmerie nationale. On ne peut qu'être honoré, nous qui sommes des pratiquants, de voir le général à ce niveau continuer à pratiquer le taekwondo. Et le président du Kukiwon, le docteur Lee, a honoré non seulement la gendarmerie nationale, il a honoré notre pays et il a honoré aussi le général lui-même et sa famille. C'est un sentiment de fierté parce qu'à ce niveau de responsabilité, c'est très difficile souvent de trouver le temps de se maintenir en forme. Or, il a pu le faire. C'est vrai que c'est un militaire étant gendarme, mais avec les responsabilités qu'il a, je le félicite. Et ce qu'il a fait doit nous inspirer l'humilité. Il est 4 étoiles, mais il est venu là demain pour faire son poumsé. Et il fait honneur au taekwondo. Merci mon général pour la leçon. Un grade bien mérité qui inscrit désormais le nom du général de corps d'armée Alexandre Touré Apalo dans les annales de cette grande académie mondiale de taekwondo. L'ambiance est tout autre. Malheureusement, en Australie, où 6 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau perpétrée ce samedi dans un centre commercial. On déplore plusieurs blessés, parmi lesquels un bébé âgé de 9 mois. L'assaillant a été abattu par la police. Et on va clore ce journal par ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. Le Massa 2024 s'est reparti pour la 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Et la cérémonie d'ouverture a draîné du beau monde ce samedi. Plus d'une 50aine de pays sont enregistrés. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, la ministre de la Culture et de la Francophonie Françoise Remac et de nombreux acteurs du monde des arts et de la culture étaient au cours d'envoi des festivités. Plus d'une 50aine de pays sont enregistrés. La Côte d'Ivoire est la Corée du Sud est le pays invité spécial et le Rwanda est l'invité d'honneur. Pendant une semaine, la Côte d'Ivoire, notre pays, va vibrer au rythme de l'art africain. Notez également que 129 groupes y participent et on aura droit à 300 spectacles. Nous sommes donc invités à ce Massa 2024. Je vous retrouve demain avec le même bonheur, le même plaisir, à la même heure, sur ce même plateau. À demain.